Notre histoire remonte aux années 90, dans un petit village japonais, à une trentaine de kilomètres de la forêt d'Aokigahara. En moyenne là-bas, une personne se suicide tous les 3 jours. Et pourtant, ces faits n'ont aucun rapport avec notre histoire. Cette dernière commence dans une petite maison isolée, en périphérie du village. Les habitants ne comprenaient pas que Mademoiselle Nishiroma veuille vivre ici avec ses deux filles. C'est qu'elle, avec Elgi, pour se rapprocher plus de la forêt, afin que ses enfants puissent se défouler loin du jardin de la petite maison. Et c'est bien ce qu'elle faisait. Dès qu'elle le pouvait, elles allaient courir seules dans les bois pour jouer à des jeux de petites filles bien connues. Pourtant, lorsqu'elles allaient s'y amuser crocard, leur mère les rappelait à l'ordre, leur disant que la nuit, la brume aurait vite fait de les égarer. Une mère vigilante donc, mais peut-être pas assez. Ou plutôt, pas tout le temps. Ce récit commence vraiment lors d'une soirée d'automne. Il faisait assez froid, et pourtant les deux petites, Jugi 9 ans et Maggie 5 ans, n'étaient pas plus habillées que ça. Maggie jouait tranquillement avec sa corde à sauter, tandis que Jugi se balançait sur la balançoire du jardin. Leur mère, pendant ce temps, se guémeniait pour leur préparer une tarte au pruneau, dont l'odeur envahissait peu à peu la pièce. Plus le temps passait, plus les gamines s'amusaient, et elles ne virent pas que la nuit commençait à tomber. En effet, ce soir-là, c'était la nouvelle lune, donc pas de lumière lunaire pour se liguer. La forêt commença à se couvrir d'une voile de brume. Plongées dans leur jeu, à aucun moment les fillettes ne semblèrent remarquer que le brouillard, cette nuit-là, était beaucoup plus épais. Ce fut à un moment-là que la petite Judy entendit un faible craquement de branches. Elle se tourna vers le son, mais celui-ci provenait de la forêt. Elle hésitait, car elle savait que si elle y allait, elle allait se faire sermonner par sa mère. Mais la curiosité si présente chez l'enfant l'emporta finalement, et elle se dirigea vers la nappe de brume. La carque était presque prête. Il ne restait plus qu'à appeler les filles qui elles pourraient passer à câble. Elle lança donc un appel par la fenêtre, légèrement entr'ouverte, mais ne reçut aucune réponse. À peine l'eut-elle fermée que les lumières vacillèrent, comme lors d'une baisse de tension. La lampe de la salle à manger alla même jusqu'à griller complètement. Elle alla vérifier les plombs, mais ceux-ci n'avaient pas sauté. Ça devait venir de la ligne, se disait-elle. Elle irait bien sûr voir demain, et elle rappela ses filles. Mais là encore, son appel resta sans réponse. Elle décida donc d'enfiler un manteau et d'aller les chercher elle-même, et de les gronder sévèrement. Elle tomba sur la petite Maggie qui regardait fixement la forêt. Elle allait s'approcher d'elle lorsqu'elle s'aperçut que Judy n'était nulle part. Elle s'avança lentement vers sa fille et la retourna, en lui demandant où était sa sœur. Maggie lui répondit alors que Judy était partie avec le grand monsieur. La mère fut parcourue d'un sentiment d'angoisse, et elle demanda à sa fille où ils étaient allés. La gamine leva lentement le dos vers les bois, et la mère tourna la tête. Elle ne vit d'abord rien, puis, en plissant les yeux, elle put effectivement apercevoir la silhouette d'un homme, ou dans tous les cas quelque chose d'humain, très grand, qui s'éloignait dans la brume. La mère ordonna à sa fille de retourner à la maison, avant de s'élancer pour attraper la créature. Mais lorsque la pauvre femme lui atteint, la silhouette s'était fondue dans le brouillard. Elle chercha sa fille aînée durant de longues heures, sans succès. Le lendemain, la police du village retrouva le corps sans vie de Julie, brûlé et électrocuté, avec un câble électrique dénudé entre les mains. On comprenait mieux d'où venait la baisse de tension survenue quelques heures plus tôt.